Bah voilà, Daniel, tout grand merci de nous accueillir chez toi. Grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de pouvoir tout petit peu te présenter aux gens, parce que j'avais déjà dans l'idée de le faire depuis un certain temps. Hein, on a eu des petits soucis de rencontre, mais finalement on est là et ensemble. Je vais rappeler peut-être un peu ton parcours. Donc tu es né le 22 février 49. Tout à fait. Voilà, d'un papa inconnu, mais d'une maman qui était tenancière d'un café. Voilà, qui était patronne de café, qui était très vite quelqu'un qui a pris beaucoup de médicaments, des neuroleptiques, des anxiolytiques. C'est quelqu'un que j'ai vu sombrer dans les médicaments, on va dire comme ça, très jeune. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, ça me rappellerait un peu Michael Jackson ou Elvis Presley, tu vois, des gens qu'on a vus qui avaient pris beaucoup de médicaments et qui avaient sombré, là, ça fait un peu scandale et tout ça. Mais je me suis dit, il y a beaucoup d'anonymes finalement qui sont comme eux et qui partent vite. Hein, ma mère est morte à 42 ans, donc je me suis dit, il meurt très jeune, imbibé de toutes ces molécules-là chimiques, et que ça ne crée rien comme scandale. On trouve ça normal. Oui. Mais quand c'est une vedette, on met ça en avant naturellement. Quoi. Mais là, c'est après coup que tu t'es rendu compte. C'est après coup. Mais quand tu es dedans, tu crois qu'elle est bien soignée. C'était des grands psychiatres, des machins, etc. On augmentait chaque fois les doses. Donc à la fin, elle avait vraiment imbibé de médicaments. Vraiment. Parce que ça va vite. Un entraîne l'autre. Et puis, ils n'agissent plus très bien. On remet un autre. Et puis, bon, la médecine est telle qu'elle qu'elle ne voit pas d'autre solution que d'augmenter les doses ou de donner d'autres molécules. Mais moi, je ne connaissais rien, donc je pensais que tout était dans le meilleur des mondes. Tout à fait. Là, tu vis dans une atmosphère qui n'est peut-être pas favorable et tu fais de mauvaises rencontres. Voilà, quand on est dans les cafés, le café, oui, c'est pas toujours des bonnes rencontres. Et puis, en plus, moi, c'était des cafés de quartier, on va dire comme ça. Et j'ai abandonné l'école aussi. Ma mère a connu plusieurs personnes, enfin compagnons, donc j'allais d'un coin à l'autre. Et je pense que ce qu'on appelle que le terrain, on appelle le terrain en médecine, que le terrain est prêt quand on n'est plus à l'école, quand on est dans la rue, quand on boit, on fume, etc. On ne devrait pas faire des bonnes rencontres. C'est parce que le domaine de l'impossible, parce que on s'attire les uns les autres. Donc, oui, ce n'était pas des bonnes rencontres, on va dire comme ça. Et là, à 18 ans, tu te retrouves? Oui, pour la première fois, je me retrouve dans un café avec... je fêtais mes 18 ans, justement, c'était une coïncidence. Et moi, j'avais pris l'habitude de boire quand même assez bien. Et je me rappelle, il y a un monsieur qui tombe en panne, un Français, et je l'aide, parce que j'étais comme quelqu'un qui rendait service. Et puis, il me paye un verre. Il me dit, voilà, c'est chouette que tu m'aies aidé, tout ça. Et on boit, et puis on boit, et on boit un, puis deux, puis à un moment donné, j'ai plus d'argent, il dit, ne te tracasse pas, c'est moi qui paye. Je me dis, tiens, c'est bien quand même, quelqu'un comme ça. Et c'est là que tout a commencé, parce qu'il m'a dit, moi j'étais imbibé, hein, carrément, et quand on est sorti du café, il a agressé une personne, il a pris son portefeuille. Celui, en fait, j'ai appris après, c'était boxeur, quoi, c'était un type baraqué. Et alors moi comme tout le monde me connaissait dans le café, c'est moi qu'on a arrêté le lendemain. Le lendemain, je suis encore dans le coltard. Et alors on m'arrête pour agression en rue, vol d'un portefeuille, etc. Et parce que j'avais accepté de l'argent, il avait pris le portefeuille, il m'avait donné la moitié. Et moi, j'ai pris, ah ben là tu es complice automatiquement d'une agression. Et c'est là que à 18 ans, je suis rentré dans une prison. Dans une prison? Alors une prison qui était très réputée, à l'époque c'était la prison Saint-Léonard, ou une prison presque du Moyen-Âge, une prison très, pour le moins, prise au taudis, on va dire comme ça. Et c'est là que je me retrouve enfermé. Ouais. D'accord. Et tu ne t'es pas contenté d'une fois? Ben là, si tu veux, je suis tombé sur des gens qui m'ont dit, pourquoi est-ce que tu es là? Parce que dans la prison, il y a une hiérarchie des délits. Donc plus les délits graves, mieux c'est. Or moi j'étais dans un petit délit, bon, le portefeuille, tout ça, et je suis tombé avec un perceur de coffre-fort et un cambrioleur professionnel. Alors ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça que de voler les portefeuilles, il faut faire mieux. Et le perceur de coffre-fort, il dit, moi je ne saurais pas t'expliquer, il faut être sur place. Hein, mais en fait, le cambrioleur professionnel m'a expliqué ce qu'il faisait. Hein, il faisait le tour du monde, enfin pas le tour du monde, de l'Europe. Et il m'a donné des conseils, si bien qu'on est sorti, on a fait des cambriolages. Des cambriolages. J'avais rencontré un type là-bas, sympathique aussi, parce que finalement, il y a des gens sympathiques, mais qui sont pas dans la bonne orientation. C'est ça. Hein, et c'est là qu'on s'est mis à faire des cambriolages. Donc là, à un moment donné,
tu vois, on augmente de plus en plus. Si tu veux, on est dans une sorte de spirale. Et à un moment donné, tout s'arrête aussi. À un moment donné... Oui, parce que tu as fait un dernier passage quand même en prison de 8 ans. Oui, parce que du cambriolage, on a attaqué une armurerie en plein jour. Ça fait un grand scandale ici à Liège. Parce que on a attaqué une armurerie à pied. D'accord. Ça ne s'était jamais vu. Et en plus, on est parvenu à passer tous les barrages alors que toute la ville était bloquée. Donc ça a créé un scandale médiatique, etc. Et alors là, j'ai fait 2 ans. Et puis là, j'ai rencontré un type qui faisait des braquages. Il m'a dit, faut pas faire des cambriolages, faut faire des braquages. Si bien qu'un jour, on s'est retrouvé dans ce système-là de braquage. Et c'est vrai que là, alors, j'ai été condamné à 8 ans pour agression à main armée dans une banque. Là, c'était une banque qui était sécurisée, mais qu'on n'était pas venu à rentrer. Donc, si vous voulez, il y a une escalade où parfois on va vers le néant. Oui, et là, tu sens que tu bascules, parce que bon, tu es en prison, tu te dis quoi, je continue? Mais là, oui, j'avais dit à tout le monde, vous entendrez parler de moi, parce que quand je sortirai cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout, donc je ferai une prise d'otage, je vous laisserai essayer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je serai certainement dans les journaux, je serai peut-être abattu rapidement. Donc je m'étais fait une raison que ma vie allait être courte. Oui, vraiment un suicide programmé finalement. Oui, on n'a plus rien à perdre. C'est pour ça que parfois, moi, quand je vois des preneurs d'otages ou des djihadistes, je peux comprendre qu'à un moment donné, on est tellement qu'il n'y a plus d'espoir et que finalement, il n'y a plus rien qui compte, etc. Donc j'étais plus dans cette optique-là. Et c'est là qu'en prison, je suis tombé aussi malade, parce qu'il y a les bruits des cellules, il y a tout ça. Et c'est là c'est là, mon changement s'est fait là, finalement. C'est en prison que tu as pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Premièrement, la nourriture, qui était très mauvaise, etc., en fait. Et que j'ai pris conscience que ce qu'on mangeait était quand même important, et j'ai acheté un livre de diététique. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la diététique. Alors que j'étais le seul, donc j'ai fait venir un livre de diététique, etc., qui expliquait les protéines, les glucides, les lipides. Moi, je ne connaissais rien. Je me suis dit, tiens, c'est étrange ce qu'on mange. Et puis c'est là que je me suis mis à faire du yoga. Faire du yoga parce que dans une petite pièce qu'on ne sait pas bouger, c'est une possibilité de faire bouger tous nos muscles. De s'évader aussi, peut-être. De s'évader par le yoga, par la méditation, par la respiration. J'étais le seul, à l'époque en tout cas, qui faisait du yoga. Je m'étais procuré un livre. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai fait un changement. Et que j'ai découvert aussi que la pensée criait. C'est là que j'ai découvert que la pensée était créatrice. Alors que moi, je ne savais pas du tout. Moi, je croyais que tout était neutre, qu'on n'avait pas d'impact ni sur notre vie, sur notre société, etc. Et j'ai découvert le texte de bouddhiste, comme ça par hasard, qui disait « Sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une habitude, un caractère, et si tu sèmes un caractère, une destinée. » Or, à l'époque, il y avait justement, là où j'étais, mes 2 compagnons avaient tué quelqu'un. Un, il avait étranglé sa compagne, et l'autre, il avait tué quelqu'un sur la route. Et tous les 2 étaient des braves gens, et c'est l'alcool qui les avait fait faire ça. Et quand j'ai parlé avec eux, parce qu'on est entre amis, là, donc ils dévoilent la vérité, oui, on n'est pas dans les journaux, on n'est pas... Et je me suis rendu compte que s'ils n'auraient pas bu d'alcool, ils n'auraient pas tué la personne. Donc je me suis dit, mais finalement, nos habitudes, comme dans le texte que je viens de lire, créent un caractère, une destinée, puisque... Et je me suis rendu compte que moi, j'étais devenu dépendant de l'alcool. Et quand je buvais de l'alcool, j'étais très dangereux. Une fois, j'avais tiré dans toutes les pièces, tout ça. Donc moi, j'étais une bombe. Moi, quand j'allais à Lille, j'avais une arme. J'allais boire un verre. Donc t'imagines, quelqu'un qui boit un verre. Tu n'as pas l'air comme ça. Hein, oui, qui a une arme à la ceinture, en fait. Donc j'ai été une bombe volante. Je veux dire, tout aurait pu arriver à n'importe quel moment. Et je me suis dit, mais finalement, ça m'aurait pu m'arriver aussi. Ce qui leur arrivait à eux. Alors je me suis dit, l'alcool quand même. Et je me suis rendu compte que beaucoup autour de moi avaient des mauvaises habitudes. Et que finalement, leur destinée, c'est... Et alors je me suis dit, le sage qui avait crié ça, qui avait dit, c'est un acte, tu récolteras une habitude, et ainsi de suite. Mais je me suis dit, à un moment donné, mais ça a pris des mois dans ma cellule, je me suis dit finalement,
C'est tellement vrai cette histoire-là, mais il manque une clé. Et j'ai cherché longtemps la clé, et la clé c'était, il aurait dû dire sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère. Mais c'était la pensée d'abord. Parce que je me suis dit, avant de faire un acte, on doit le penser. Donc si je change mes pensées, ma vie va changer. Et là, tu as pris ta vie en... Parce que moi, j'avais fait le sacrifice de ma vie. Je me dis, je vais abattre quelques personnes en sortant. Je vais faire... Mais de toute façon, je sais que ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer parce que tu vas faire à des forces supérieures déjà. Et à moins d'un miracle, tu vas... Et là, je me suis dit, mais dans le fond, moi, ce que je vais faire n'a pas de sens. Parce que moi, je voulais abattre ceux qui m'avaient trahi, etc. Puis je me suis dit, ça n'a pas de sens parce que c'est moi qui me suis mis dans cette situation-là. Et c'est moi qui dois créer ma vie. Et je me suis mis à changer mes pensées. Et c'est très compliqué c'est très compliqué, c'est bien parce qu'on est enfermé, on est avec soi. Et je me suis mis à changer toutes mes pensées, d'abord sur les gardiens et tout ça. Donc les gardiens, en fait, c'est pas des plus méchants que nous, c'est des gens des braves, des bons, etc. Et que pourquoi est-ce que j'avais une haine vers les gardiens? Les gardiens, je les considérais comme les porte-clés du gouvernement. Mais alors après, j'ai changé d'idée sur eux. Je me suis dit, il faut un travail, il faut un métier qui est difficile. Il y a des braves, je voyais qu'il y avait des très braves. Il peut y avoir des pas braves, mais c'est dans tous les métiers. Ça. Tout à fait. Tu peux avoir, et je me suis mis à changer ma vision des gardiens. En fait. Déjà sur l'autre. De l'autre, oui. Et de leur envoyer des bonnes pensées. Et j'ai vu qu'il y avait un changement et j'ai vu que automatiquement, dès qu'on change nos pensées, il y a un changement. Quand on arrive à les maintenir, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est là que je me suis mis à étudier, à faire du yoga, continuer le yoga, à faire de l'exercice physique. Hein, donc, et ne plus juger les autres, surtout. Parce que là, tout le monde jugeait, d'après les délits, tout ça, nous on est bons, les autres pas bons. Et alors on est par exemple les braqueurs, les cambrioleurs, ceux qui sont pour des délits sexuels, ils sont maltraités. Moi, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens de faire ça, parce que on recrée une justice à nous qui est encore plus dure que l'autre, quoi, finalement. Oui, donc, parce que tu payais déjà tes dettes en étant enfermé. Donc voilà. Et alors nous, on martyrise en plus des jours. Et je me suis dit qu'il fallait pas juger les autres, que chacun avait une vie, etc. Et ça a été un changement vraiment de pensée qui est resté. Et alors je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais en faisant de l'exercice physique. Et je m'entraînais aussi mentalement. Alors là, tu sors de prison à 33 ans, l'âge du Christ, l'âge de raison. L'âge du Christ. En fait, je rencontre d'abord un psychiatre, parce que mon complice s'était évadé 2 fois de prise d'otage, et on soupçonnait que j'allais faire une prise d'otage. On soupçonnait que ce que je faisais était une mascarade. D'accord. Que ce que je faisais, c'était pour préparer quelque chose. Tout à fait. Et alors on m'a envoyé un psychiatre pour me démasquer. Or, ça n'arrive jamais quand tu es condamné qu'on envoie le psychiatre après. On envoie le psychiatre avant le jugement, jamais après. Après, ça n'a plus de sens, parce que tu es condamné de toute façon. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et lui, il était venu pour me démasquer, puis je suis devenu ami avec lui, et c'est lui qui a fait le maximum pour que je sorte. Parce qu'il avait même dit, des gens comme vous ne doivent pas rester en prison. Quand il m'a rencontré. Et finalement, c'était devenu un allié de poids, et j'ai été habité chez lui alors. Il m'a accueilli comme un frère chez lui, etc. Pour ta réinsertion, ça? Pour ma réinsertion, ça a duré 2-3 mois. Puis malheureusement, je n'étais plus dans la même optique que lui. Autant on s'entendait dans la prison, c'est plus autant à l'extérieur. Oui, ça paraît. Et puis après, j'ai été chez une autre personne que j'avais connue en prison par correspondance, qui était un ancien banquier. Et j'ai habité chez lui alors à Corbion. Il s'appelait Robert Morteau. C'est un type qui donnait des conférences, etc. Et j'ai été chez lui, donc j'étais chez lui. Et là, je travaillais bénévolement. Je rendais service à tout le monde. Parce que j'avais plus l'optique de l'argent, j'avais l'optique du service. Oui, ça a changé quand même. Ça a changé beaucoup. Oui, et en rendant service, une fois, j'allais me mettre en couleur dans une belle villa, là-bas à Corbion. Et elle, la femme et son mari étaient directrices d'un home. Et alors ils m'ont dit, à un moment donné, ils ont sympathisé avec moi, ils m'ont dit, mais surtout la directrice, vous viendrez bien chez moi. Et on m'a mis à l'accueil dans le home à Bruxelles, le home haut de gamme, maintenant, c'était dans le quartier des ambassades. Et moi j'étais à l'accueil, j'accueillais les médecins, donc t'imagines, j'étais en blanc, je logeais dans le bureau de la direction, parce que leur appartement était offert. Et j'accueillais les médecins, et il y avait tellement de médecins qui venaient là-bas. Et ça, je me suis rendu compte de l'aberration des médicaments.
Tout le monde était médicalisé, médicaments à gauche, médicaments à droite, etc. Et moi, mon rôle était d'accueillir les médecins, de dire tel médecin attend telle personne, chambre 8, etc. Parce qu'ils visitaient, tout le monde venait voir. Donc, il y avait une armée de médecins qui soignaient, qui prescrivaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces médicaments-là qui arrivent et qui partent et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas normal de devoir soigner à coups de médicaments toutes les pathologies, quoi. Et je voyais que plus on était vieux, plus on bombardait. D'ailleurs, ma surprise, je veux dire ma surprise quand je suis rentré dans le home avec la directrice, quand elle m'a présenté, et je vois beaucoup, enfin, pas des femmes, beaucoup de... Et je dis, madame, mais j'aimerais bien vous poser une question, parce que je la vous voyais quand même, et pourquoi est-ce que vous ne prenez que des femmes dans votre home? Ah, mais elle dit, monsieur Daniel, elle dit, je ne prends pas que des femmes, c'est-à-dire que les hommes ont disparu, mais j'ai disparu où? Et alors là, j'ai eu un deuxième choc, c'est que les hommes partaient plus vite que les femmes. Et je me rends compte, là, qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, peut-être 50 pensionnaires, il n'y a que 3-4 hommes. Mais alors moi, je me dis, mais alors, nous, les hommes, on est plus fragiles. Et je me rends compte que finalement, la femme, dans le vieillissement, en tout cas, elle est plus résistante que nous, et moi, ça me crée un choc. Parce que j'aurais jamais imaginé que je pense que c'était le contraire, que les hommes étaient forts, etc. Et je m'aperçais que c'est pas du tout le cas. Que la femme résiste beaucoup mieux que nous. Et alors, donc là, tu entames des études? Oui, là, c'est-à-dire que dans le home, à un moment donné, je revenais à Corbion régulièrement, j'allais à Bruxelles le week-end, parce qu'elle m'introduisait pour que je fasse des études d'infirmier, que je sois chef de salle, enfin, elle avait fait tout un programme pour moi. C'était des gens qui n'avaient pas d'enfants, et vraiment, ils m'estimaient beaucoup. Et là, en revenant à Corbion, je rencontre une jeune fille, qui me dit, moi, j'avais toujours un peu rêvé d'un magasin bio. Elle me dit, moi je peux t'aider, j'ai un peu d'économie, etc. Donc je reviens avec Anna Fleeman et je quitte alors le home où j'ai été introduit pour me lancer dans le magasin bio avec ses économies. Et là, après une semaine ou deux, là c'est quand tu habites à quelqu'un, c'est encore différent. Et là je me rends compte que là non plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle me dit qu'elle veut faire de la culture bio. La culture bio, j'ai jamais planté une carotte, ça ne saura pas se faire. Alors là, j'ai été très déçu, je l'ai quitté. Et là, je me retrouve alors dans la rue. Donc j'ai tout abandonné, le psychiatre, j'ai abandonné l'ex-banquier qui m'a... avec le travail que je pouvais avoir à Bruxelles. Et je me retrouve alors dans la rue. Et c'est là que je me décide, alors avec ma petite valise, d'aller vers Bruxelles. Parce que là, je me débrouillerais mieux dans une grande ville, peut-être que je trouvais du boulot, etc. Et je rencontre alors la maman de la jeune fille que j'avais connue, je venais de me séparer. Elle me dit, où vas-tu, Daniel? Ben, nous, viens chez moi. Je lui dis, mais voilà, on s'est séparés. Elle m'a dit, je m'en doutais bien que ça n'aurait pas été, parce que je la connais. Bon, alors elle m'a accueilli chez elle, et c'est là que je suis devenu Saint-Nicolas. Alors là, comme il n'y a pas de travail, j'ai été dans le GB, j'étais de Saint-Nicolas. En ne racontant pas mon passé, parce qu'autrement on ne m'aurait jamais engagé, naturellement. C'est Nicolas qui sort de prison, ça faisait mauvais genre pour le public. Et c'est là que j'ai été à Saint-Nicolas particulier, parce que moi je déconseillais aux enfants de manger des bonbons, etc. Donc je faisais le contraire de ce qu'on me payait. Donc moi, quand il y a des enfants qui venaient, mais je disais, vous savez, je vais vous donner quelques bonbons, mais vous les mangerez après le repas. Saint-Nicolas n'aime pas qu'on mange tout le temps comme ça, entre les repas, etc. Et il arrive même une dame qui dit, voilà, Saint-Nicolas, il faudra dire, je crois qu'il s'appelait Didier, que Didier doit manger beaucoup de viande. Mais j'ai dit, surtout pas. J'ai dit, surtout pas. Il doit manger équilibré. Elle dit, comment ça? Alors elle était étonnée, parce que alors j'ai donné un cours de diététique, tu vois, au petit garçon. Et je me suis rendu compte que si on aurait un Saint-Nicolas comme ça, il ferait un bien immense. Tout à fait. Parce que le Saint-Nicolas donnerait des conseils de bon sens, de nutrition, etc. Il dirait pas simplement, tiens, voilà des chics, c'est bien, voilà, photo. Et là, j'étais vraiment Saint-Nicolas particulier, mais ça n'a duré que 2-3 mois. D'accord. Et là, tu vas suivre des cours, alors, à Paris? Non, même avant, c'est-à-dire qu'il y avait un magasin à louer de miel. Enfin, tu as d'abord ouvert J'ai ouvert un magasin de miel en gérant autonome. Oui. Donc ça veut dire que le magasin marchait tellement mal que j'avais même pas de quoi manger. Parce que moi, j'étais payé au pourcentage des ventes. Il n'y avait rien. Les ventes étaient au bas zéro. Et c'est là que je me suis mis à donner des petites conférences sur le miel, les produits de la ruche, etc. Et que les gens sont venus quand même. Parce que le magasin était fermé depuis 2 ans. Et le type qui m'avait engagé, comme gérant autonome, n'avait aucun frais. Il ne payait pas. C'est moi qui avais tous les frais de... Et alors, c'est là que j'ai commencé le magasin de miel. Et puis là, j'ai créé un magasin bio.
Et puis alors je me suis mis, oui justement, à suivre des cours alors de naturopathie, d'herboristerie. D'abord herboriste, ça dure 2 ans, c'est un diplôme qui est reconnu officiellement. Et puis la naturopathie dure 2 ans aussi. J'ai été à Paris là-bas, suivre des cours de naturopathie. Une naturopathie beaucoup plus large que l'herboristerie. Et en attendant, j'ai eu 3 enfants, qu'on a fait naître à la maison, etc. Donc, parce que nous, on était dans l'optique que rien de tel que naître à la maison. D'accord. Et à l'époque, c'était vraiment pas dans l'air du temps, en tout cas, même peut-être même maintenant. Et nous, on a fait 3 enfants sont nés ici, et ça a été le cul du bonheur. Oui. Parce qu'on est chez soi. Ouais. Et alors, quand tu es venu t'installer ici, c'était à quel moment là? Mais là, d'abord, j'ai repris le magasin de miel qui est 2 rues plus loin. Puis le magasin de miel a pris quand même de l'essor. Puis j'ai pu racheter avec des gens qui m'ont prêté un peu d'argent le fonds de commerce. Puis on a agrandi dans la rue, un peu plus grand. Puis on est venu ici, parce qu'ici c'est un gros magasin de légumes, un gros maraîcher qui a arrêté. Et on a repris donc ici depuis peut-être 30 ans maintenant. Et, parce qu'ici il y avait une salle de conférence, il y avait une salle de yoga, il y avait une cour, tu vois, il y avait plein de choses. Et on est venu ici. C'est le côté un peu holistique qui te plaisait bien, je veux dire. Voilà, c'était holistique et j'avais toujours fait mon plan dans ma cellule que le magasin devrait avoir une table d'accueil, etc. Et finalement tout s'est réalisé alors que j'avais pas de moyens financiers parce que je me souviens même quand je suis venu ici, j'avais même pas le droit d'avoir une carte de banque alors que tout le monde avait une carte de banque, chômeur, tout ce que tu veux, et moi on ne voulait pas me le donner parce que la banque m'avait identifié. D'accord. Et c'est le banquier qui me l'a dit bien longtemps après. Il m'a dit, tu vois Daniel, j'espère que tu m'en veux pas. Moi j'avais complètement oublié, parce qu'entre-temps la banque avait fermé, il avait été ailleurs, etc. Il dit, tu vois, quand je ne tenais pas la carte de banque, c'est Bruxelles, là j'avais reçu l'ordre de Bruxelles. Ah ouais. Tu avais été identifié, tu étais le plus mauvais client de la banque, il fallait que tu partes. Et moi je restais. Tu disais, tu vois, c'est bizarre, j'ai pris une carte de banque. Mais je restais. Et tu vois, je ne m'étais pas rendu compte qu'on voulait m'éjecter. D'accord. Donc tu as ouvert ton magasin et puis alors tu as quand même écrit un livre. J'ai écrit un livre. D'abord j'ai été à l'écran témoin. À l'époque l'écran témoin c'était une émission qui était très connue. Et à l'écran témoin, c'était l'écran témoin le plus violent de la RTBF parce qu'on était, il y avait je crois 6 anciens détenus. Il y avait le directeur général des prisons. Il y a eu des incidents. Il y avait un groupe qui faisait une chose à la mémoire de Mesrine, qui était à l'époque l'ennemi public numéro 1, donc ça avait choqué fortement l'opinion publique. Et moi j'ai été le seul dans cette violence-là de mes anciens amis, enfin, qui a été raisonnable, quand Audrey François, qui était le présentateur, m'a donné la parole, parce que moi je ne m'étais pas mêlé à la violence. Je ne voulais pas être dans la violence vis-à-vis de l'ancien directeur de prison, enfin, du directeur de prison. Et quand moi j'ai parlé pendant 5-10 minutes, je dirais que ça a frappé l'imagination des gens, parce que j'avais un discours très calme, et j'avais un discours que chacun créait sa vie, et que moi je voulais la société, mais c'était pas du tout la société, c'était nous-mêmes qui devions faire notre vie, etc. Et ça allait vraiment à l'encontre de ce qui avait été dit sur le plateau. Donc ça avait été un choc. Et je me souviens quand même dans les journaux, on parlait que oui, heureusement, il y a eu Daniel Graham qui a un peu donné un autre discours, etc. Et donc c'est là que j'ai écrit le livre de l'ombre au soleil. C'est un livre qui raconte mon cheminement, ma vie. Mais surtout, moi j'ai voulu que ce soit un livre positif. J'ai pas voulu que ce soit un livre négatif où on raconte ce qui se passe dans les cellules. Tout ça, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est pas intéressant. Et je voulais que les gens aient des pistes pour sortir de leur prison intérieure. Parce qu'on peut être dans une prison de notre mental, de notre maladie, de notre travail, de notre famille, et que finalement c'est des prisons, ça. Mais qui sont différentes de la mienne. C'est des prisons qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, tiens, j'ai voulu dans ce livre-là donner des clés pour sortir de ces prisons-là qui nous enferment. Ça a été le premier livre, ça. C'était le premier livre. Il y en a eu quelques autres qui ont suivi. Oui, alors j'ai écrit Grammes de bon sens au service de votre santé. C'est plutôt un livre qui donne des conseils comptoirs. Que faire en cas de fatigue? Que faire en cas de mauvais moral? Que faire en cas de ballonnement? Que faire en cas de rhume à répétition? Je donnais des conseils alors dans ce livre-là, comme on donnerait au comptoir, mais des conseils qui étaient étudiés, que j'avais macérés, qui étaient efficaces. Parce que on peut donner tous les conseils. Et puis après, je me suis fort intéressé aux gens, j'ai repensé au home, où je voyais des gens qui vivaient longtemps, d'autres qui mouraient vite. Et je me suis dit, quelles sont les conditions pour vivre longtemps, finalement, en bonne santé? Parce que
ça sert à rien d'être que je sois qu'un gado. C'est moins intéressant dans une chaise roulante. C'est moins gai. Alors je me suis dit, comment est-ce que je voyais... conditions, quoi. Oui, moi je voyais des gens qui arrivent en moto, qui avaient 80 ans. Les jeunes, la grosse moto, comment ce qu'ils font. Et je voyais des gens de 50 ans qui étaient déjà fort abîmés. Alors je me suis intéressé au mode de vie de ces gens-là. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Centenaire, pourquoi pas, tout en disant aux gens, parce qu'il y a un de mes clients qui me disait, mais tu veux être centenaire, mais j'ai pas du tout. Un vieux client qui, quand il a vu le livre que j'avais mis sur le comptoir, j'ai dit non, moi c'est pour avoir un beau vieillissement le plus longtemps possible. Le titre, on a fait un titre un peu choc, mais c'est pas le titre du tout, c'est bien. Et alors, et je voyais qu'il était vraiment obsédé par ça. D'ailleurs, il m'avait dit à un moment donné, c'est un médium, il m'a dit j'ai des très mauvaises nouvelles pour toi, parce qu'il m'a dit tu vas mourir rapidement. Ça fait comme un choc, moi je dis comment ça alors je dis merci. Hein, ça fait toujours plaisir à entendre ce genre de choses. Alors je dis merci, alors je lui dis je vais prendre mes dispositions, etc. Mais je me suis rendu compte après qu'il avait dit la même chose à un de mes clients. Parce qu'il y a une femme qui m'a dit, voyez, il y a quelqu'un qui a démoli mon mari dans votre magasin, mais j'ai dit comment ça? Alors elle m'explique, c'est le monsieur qui est assis, un vieux monsieur et tout ça. Alors je me dis, c'est Lucien. On a dit, mais alors c'est lui. Alors il a dit à l'homme, vous allez mourir aussi rapidement, s'il avait comme des flashs. Et l'homme, il était déjà cardiaque. Et cet homme-là, il est devenu déprimé. Parce que le fait, moi par contre, j'ai pris ça avec le sourire. Moi, il ne m'a pas touché du tout dans mon moral, mais cet homme-là bien. Alors j'ai dit, madame, rassurez-vous, il m'a dit la même chose. Elle a dit, ce n'est pas rassurant quand même pour moi. Parce que tu vois, c'est pour te dire, les paroles sont quand même touchantes. Quand on dit une parole, il faut être très prudent. Ça a des vibrations, évidemment. Ouais. Il faut être très prudent. C'est pour ça que j'ai fait alors des groupes de pensée positive aussi. Donc on fait, avant le confinement, on faisait tous les mois un groupe de pensée positive. On prenait un thème, c'était ici. Moi, je lançais le débat, et puis il y avait un bateau de parole. Et puis finalement, avec le Covid qui a arrêté tout ce qui était conférences, tout ça, on a arrêté. J'ai voulu reprendre, mais il y a eu beaucoup moins de monde, on n'était plus que 4-5, donc on aurait dit que les gens étaient partis. Les gens avaient peur aussi, parce qu'on disait attention, ne venez pas. Alors, c'était pas une bonne ambiance. Donc je vais peut-être le refaire, que maintenant on peut le refaire. J'aimais bien parce que c'était très gai, et chacun donnait un peu sa clé. On parlait de l'amour, de l'amitié, ou de la mort, etc. On prenait un thème et on parlait, et c'était très gai, je trouve, très gai. Et à la fin, on était même parfois 15, 20, 30, parfois, hein, ça prenait bien. Donc tu vois. Et je continue alors à organiser des conférences. Et ici, je viens faire aussi, non? Est-ce que tu ne fais pas des consultations aussi? Si, je fais des consultations de naturopathie. C'est-à-dire la naturopathie, c'est le fait d'utiliser tout ce que la nature nous donne pour aider les gens à mieux se prendre en charge. Par exemple, nous autres, on fait la lecture de l'iris, on regarde l'iris, parce que dans l'iris, il y a des signes, même si c'est pas reconnu scientifiquement, qui nous orientent vers le terrain. Puis je mesure l'oxygène, puis j'ai une balance électronique qui mesure les muscles, les tissus, la masse osseuse, etc. Et puis alors, j'ai des appareils de médecine quantique pour mesurer l'énergie qui circule. Et puis après une heure, on a une idée de ce qu'il faut faire d'après la personne, d'après son schéma. Donc, et puis alors, j'ai écrit un livre qui a été Petit récit de comptoir d'un herboriste, où je raconte les gens que j'ai connus. Les gens particuliers que j'ai connus dans mon métier. Et puis après, j'ai fait le dernier livre qui est sorti, c'est Le chemin de la santé, où là, je prends des rubriques de santé, il y en a 48, par exemple le cholestérol, par exemple une rubrique que peu de gens utilisent, c'est grossir, pourquoi pas, etc. Parce qu'il y a des gens très maigres qui veulent prendre du poids et on n'en parle pas. Et finalement, c'est de là que j'ai décidé de faire alors ici des ateliers de naturopathie. D'accord. C'est des ateliers qui durent 2 heures où on apprend à se prendre en charge. Donc le premier, c'était l'alimentation et les médecines naturelles, l'homéopathie, la phytothérapie, comment les utiliser, quelle est la bonne alimentation. Le deuxième atelier, c'était l'immunité, comment avoir une bonne immunité avec tout ce qu'il y a, les virus, les bactéries. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne parle jamais de l'immunité. Oui, c'est ça. Oui, tu as beau aller voir sur les sites, on parle vaccin. On parle traitement, mais pas prévention. Vaccin, et alimentaire, la flore, le dérèglement immunitaire, les infections à répétition, les plantes de l'immunité, etc. On a passé tout en revue. Et alors le prochain qui va arriver fin du mois, ce sera les allergies. D'accord. Comment combattre les allergies? Parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont multipliées par 3. Entre les années 70 et maintenant, il y a 3 fois plus d'allergiques. Et on explique ça comment? La pollution, l'alimentation,
le fait qu'on a mis trop d'hygiène, on a vu que les enfants des fermes ont un meilleur système que les enfants des villes. On est en train de nettoyer sans arrêt, d'enlever les bactéries, mais on va passer tout en revue, la flore, tout ça, et on va passer aussi des plantes immunitaires pour l'allergie, on va passer en revue les remèdes naturels de l'allergie, parce que ça devient un problème, parce que on va parler aussi des allergies alimentaires, et on va parler aussi des allergies solaires. Il y a des gens qui sont allergiques à tout, même au soleil. Donc, on va passer de dire ce qu'il faut faire en naturel. Donc, nous, pas de chimie chez nous. Donc, en fait, la chimie, les médicaments allopathiques, c'est les médecins. Et moi, je dis souvent aux gens, la médecine s'occupe de la maladie, mais nous s'occupons de la santé. Donc, les naturopathes s'occupent de ce qui va faire qu'on va être en bonne santé. Et les médecins soignent les maladies, mais ils ne s'occupent pas de ce qui va nous permettre de ne pas tomber malade. Voilà. Oui. C'est ce qu'on voit souvent. On va vous donner par exemple un anti-inflammatoire, puis un deuxième, puis un troisième, mais comme on n'a pas corrigé ce qu'il fallait ou ce qu'on aurait pu faire, et à un moment donné, les gens ne supportent plus. C'est ça. Alors là, on va donner un médicament, des inhibiteurs de pompe à protons, qui eux-mêmes ont d'autres effets secondaires. Et on est pris dans une spirale alors. Et finalement, l'état se dégrade, et puis on s'aperçoit que l'arthrose n'est plus qu'au genou, il est au deuxième, et puis maintenant il est même à l'épaule. Et puis après quelques années, c'est devenu à la colonne, puisqu'on n'a pas corrigé. On a simplement donné les médicaments qui soulageaient. Donc nous, notre but quand on parlera des douleurs articulaires, c'est justement d'empêcher la progression, et peut-être de revenir en arrière. C'est ce qu'on va faire. Donc dans les ateliers de naturopathie, ou dans mes consultations c'est individuel. Ici, moi j'ai voulu partager ce que je savais, parce que je me dis finalement, on n'apprend pas aux gens à prendre en charge. Je l'ai vu avec le Covid. Avec le Covid, on ne parlait que des vaccins, rien d'autre. Et on ne disait pas aux gens ce qu'il fallait faire. Et on ne disait pas ce qu'il fallait faire quand on avait même une infection virale, etc., qu'on peut déjà quand même faire des choses soi-même, quoi. Moi, il y a 40 ans que je ne prends plus d'antibiotiques. Je serais certainement content d'en avoir si j'ai besoin. Oui, tu n'es pas contre de toute manière. Pas du tout. Non. Mais je me dis, c'est-à-dire que j'ai eu un choc une fois avec les antibiotiques, c'est que l'oncle de mon ex-épouse était facteur, et c'était quelqu'un qui avait toujours des petits refroidissements. Il allait, à l'époque, en vélomoteur, il faisait froid, tout ça. Et on lui donnait des antibiotiques. Et puis je me suis aperçu qu'un jour, il a un accident grave, il est hospitalisé, et j'ai l'occasion de parler avec le médecin qui le soigne. Parce qu'en général, c'est compliqué de voir mais là, je tombe dessus par chance, parce qu'il faut avoir de la chance pour tomber sur le médecin, ils se font occuper là-dedans. Et je lui dis, mais tiens, docteur, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à soigner ce monsieur-là, l'oncle de mon épouse? Ben, il me dit, voilà, on a tout essayé, il n'y a plus aucun antibiotique qui marche. Ah oui, donc, il s'était habitué à tous les antibiotiques. Il s'était tellement imbibé de ça, et malheureusement, le médecin avait raison, puisqu'il est mort une semaine après. Donc je me suis dit, mais c'est fou. Finalement, il s'est tellement abîmer le terrain avec les antibiotiques alors qu'il aurait pu prendre des plantes et des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut garder la chimie vraiment en cas de besoin, mais qu'il faut utiliser les remèdes naturels dans la vie de tous les jours, je veux dire comme ça, et qu'il faut essayer le maximum. Donc ce que je fais moi, par exemple. Est-ce que tu ressens une volonté, par exemple, des sociétés pharmaceutiques de vous mettre un petit peu le haut là? Parce que vous faites peut-être peur? Voilà, c'est ce qu'on essaye. Les naturopathes sont très mal vus, parce que je pense que c'est eux les plus efficaces. Alors c'est pour ça qu'on essaye de les éliminer. Et maintenant l'industrie a trouvé un autre truc, parce que c'est très difficile d'éliminer les gens, c'est d'éliminer les produits qu'ils utilisent. Donc dès qu'on voit qu'un produit est efficace, voilà l'exemple de la vitamine D. Oui, j'ai entendu parler, la vitamine D, on parle qu'on va peut-être l'interdire. Alors que on a vu qu'il y a une étude qui vient d'être publiée en Israël, qui a été publiée, parce que moi je reçois le journal israélien tous les jours, et je vois l'étude qui est publiée par des chercheurs là-bas sur 2 ans, donc ils ont fait même avant la vaccination, et ils ont vu que le taux de gravité du Covid et de la mortalité était corrélé avec le taux de vitamine D qu'on a dans notre sang. On n'est pas gâtés alors en Belgique, parce qu'on est tous en déficience de vitamine D. Et ils pouvaient dire, d'après le taux de vitamine D de la personne âgée, peu de son avenir. C'est ça. Donc, alors ils se sont bien mis, ils ont bien mis une mise en garde que ça n'empêchait pas la vaccination, parce que maintenant on ne peut plus être contre, enfin on ne peut plus être, donc même les chercheurs n'ont plus droit à pouvoir avoir un avis, mais c'était spectaculaire. On voyait que
rien que donner la vitamine D aurait déjà quand même fait beaucoup de choses au niveau immunitaire. L'étude a été publiée correctement dans une revue, etc. Alors, on a parlé du zinc qui empêchait la réplication du virus. On a parlé de la vitamine C, de la quercétine, tu vois, C'est le fameux t'as un petit protocole, oui. J'avais vu que tu avais fait un petit protocole. J'ai fait un petit protocole pour les refroidissements. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire dès qu'on est teinté de refroidissement, d'agir le plus vite possible. Maintenant, moi, je considère aussi que le but, c'est que le médecin te rende visite. Or, on a vu pendant la crise du Covid que les médecins ne rendaient plus visite. Donc là, je me suis dit, là, on est arrivé en 2020 à quelque chose d'invraisemblable. C'est qu'on a empêché les médecins de donner des produits qui marchaient. Là, je pense à l'hydroxychloroquine, en fait, tout ça qui était utilisé depuis qu'on a interdit en France, en tout cas, et qu'on a conseillé aux médecins de plus rendre visite. Or, je pense que la visite du médecin est indispensable. Et surtout qu'on parle de théorie de glissement, là on parle de personnes plus âgées évidemment qui n'avaient pas de visite de leur famille par exemple aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne voient que leur médecin et qui ont besoin de ce contact. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin. Et puis moi je crois que c'est irremplaçable parce que imagine que tu as mal au ventre et que moi je dis bon, au 20 ans je vais te donner un petit antidouleur, mais non. Le médecin va voir peut-être que tu as peut-être une péritonite, tout à peut-être. Oui. Et il va te dire voilà, pour le coup il faut absolument aller aux urgences. Il va peut-être te dire non, il n'y a vraiment rien. Il y a le stress qui joue un rôle, vous avez mal digéré, etc. Je reviens peut-être demain. Et le médecin va alors être de bons conseils pour te dire ce qu'il faut faire et pour ne pas encombrer les hôpitaux. Justement, c'est le rôle. Pour moi, le médecin est irremplaçable en première intention. Et donc d'avoir fait pendant la crise que les médecins ne se déplaçaient plus, mais par téléphone, c'est impossible. Et de dire prenez du Doliprane quand on a une infection. Pour moi, ça a été pas un truc de bon sens, en tout cas. Et je pense que là, j'ai vu des gens qui vraiment ne se déplaçaient plus. Et comme tu dis, on a besoin d'un contact aussi. Est-ce que tu penses qu'en fait la médecine naturelle a le vent en poupe quand même? Est-ce que les gens sont en train de se rendre compte qu'effectivement, l'allopathie, il y a des limites et qu'on a quand même. Enfin moi, ce qui est admirable, c'est de savoir quand même que les entreprises pharmaceutiques, elles se calquent sur des molécules qui existent. Et elles ne font que les refaire en synthétique pour les breveter, donc pour t'empêcher finalement d'utiliser le côté naturel. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas un brevet, c'est plus rentable. Oui, c'est ça. Et alors ce qui s'est passé avec la crise du Covid, c'est que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, c'était des médicaments qui n'avaient plus de brevet. Et quand le professeur Raoul en a parlé, en fait, c'était un scandale parce que c'était pas brevetable. Il y avait plus de rentabilité. Et donc je pense qu'on est devenu dans une société où tout doit être rentable. Et là, c'est une erreur monumentale. Même la santé, en fait. Même la santé doit être rentable. Et moi, je pense que celui qui ne connaît pas, comme ma pauvre mère, qui est morte à 42 ans, qui a plongé dans tous ces médicaments-là, les neuroleptiques, tout ça, qui aurait peut-être pu avoir d'autres solutions, mais il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qu'il y a d'autres pistes. Là, je pense qu'il y a ça aussi qui joue un rôle, c'est qu'on n'a pas connaissance d'autres alternatives, et qu'on se dit, il n'y a que ça, donc il n'y a que mes antidouleurs, il n'y a que mon antidépresseur, etc. Et que moi, je n'ai pas d'autre solution. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Moi, il y a un homme qui voulait me tuer là en face. Hein. Ben, j'aurais souhaité qu'il ait, je sais pas, un médicament très fort. Retire vite ça. Ne dis pas ça. Ah mais non, non, mais je le raconte dans Petit récit de comptoir, Boris, je le raconte, mais c'est un homme, par exemple, qui prenait et de la drogue, et des médicaments, et de l'alcool, et qui déraillait. Il entendait des voix. D'accord. Et la voix l'avait dit que c'était moi le responsable de je ne sais quoi. Et il s'était mis en tête de me tuer, ouais, mais c'était grave quand même. Donc je me suis dit, quand j'ai voulu contacter le médecin qui le soignait, on a refusé, la secrétaire a refusé que je lui parle, alors que moi je voulais pas de secret médical. Elle a dit c'est le secret médical, mais j'ai dit mais votre patient déraille, simplement, et il faudrait peut-être adapter le traitement. Donc là, j'aurais souhaité, pour le coup, que le médecin adapte le traitement de ce monsieur-là, parce que je me dis, il devient dangereux, donc il y a quelque chose qui cloche. Hein. Et là, on m'a refusé même de m'écouter, de pouvoir lui parler. Donc je me dis, c'est quand même fou. Donc là, il y a des fois où c'est irremplaçable. Donc je ne dis pas que c'est mauvais, mais qu'il y a d'autres alternatives et qu'il faut garder tout ça quand on a réellement besoin. Par exemple, ici à Liège, on est la ville où il y a le plus d'antidépresseurs. Hein. Alors tu vas à Aix-la-Chapelle ou tu vas à Maastricht, il y a la moitié de notre consommation, mais
il y a un problème. Ou alors on est tous dépressifs alliés, je ne crois pas non plus, ou alors on donne trop. Mais parce qu'on donne trop ici et par là. Donc il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, quelque chose qui cloche. Ici à Seraing, moi j'ai l'habitude de dire, la moitié des gens devraient prendre un antidépresseur. Il y en a beaucoup déprimés dans les grandes villes. Mais il ne faut pas, surtout pas. Il faut aller dans le bois. Moi je vais dans le bois, je marche, je fais des trucs. Donc on aurait tous une raison de prendre un antidépresseur parce que problème de famille, de travail, L'autre fois, j'ai eu en consultation un monsieur, il me dit, Monsieur Graham, je suis vraiment déprimé, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, avec ce qui se passe en Russie. Ça me touche profondément. Donc, il n'est ni russe, ni ukrainien, rien du tout. Mais rien que toutes ces nouvelles-là, alors que c'est un homme qui vit seul, il disait, ça me bousille la vie. Donc, tu vois, voilà un homme que toutes ces nouvelles-là qu'il écoute en permanence, sa vie n'est plus belle. C'est ça. Alors qu'il aurait tout pour profiter de la vie. Il est comme pensionné, il a une pension. Alors, je me dis, donc voilà, il aurait une raison de prendre un antidépresseur. Bon, maintenant je dis, écoutez, on va trouver d'autres solutions, on va essayer de vous aider, tout ça, à avoir une meilleure résistance. Mais si on le laisse continuer comme ça, il va devenir dépressif, et puis il va devenir boum. Mais alors après, c'est pour sortir de la dépression et des médicaments. Moi, l'autre fois, il y a une femme qui prenait un antidépresseur depuis 10 ans. Je lui dis, tiens, à quelle occasion, madame, avez-vous pris ça? Mais elle me dit, il y a 10 ans, mon mari m'a quitté. Ben, je dis, je comprends, bon. Mais je dis, maintenant, quelle est votre situation? Ah ben, je suis avec un compagnon. Ah ben, tant mieux. Mais je dis, mais est-ce que ça se passe bien? Parce que ça pas arrivé qu'on tombe sur le même. Puis, elle dit, ça se passe très bien. Ben, je dis, objectivement, il n'y a plus de raison de prendre votre antidépresseur. Ben, elle dit, ben oui, finalement, oui, non, mais... Les gens ne se posent même plus, en fait, la question. Non, elles ne se posent plus la question. C'est devenu une consommation courante. Mais moi, ce qui me perturbe aussi, je vois à la télé, les publicités sur les médicaments, sur du Dafalgan, enfin, je cite un nom, mais je veux dire, des médicaments qui sont pour certains maux. Je me dis, mais ce n'est pas la télé qui doit normalement montrer ça. Tu dois te faire prescrire ça normalement par un généraliste ou une personne qui soit adéquate. Oui, il faut une personne adéquate qui choisit le moment de le donner et peut-être le moment de le retirer. Or, on est dans une période, nous, on ne retire plus rien. C'est-à-dire que ma marraine est morte, relativement jeune aussi, quand même plus âgée que ma mère, elle est entre 60 et 70 ans. Elle prenait 17 médicaments par jour. Il y a un beau jour, elle avait tellement de médicaments qu'elle est tombée des escaliers. Elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital à Liège. Et là, elle est tombée sur quelqu'un de fort, de bon sens, mais le médecin lui a dit, l'urgentiste, je ne sais pas qui, lui a dit, mais enfin, madame, comment ça se fait que vous prenez 17 médicaments, vous vous rendez compte? Ah oui, il m'a dit, mais c'est parce que j'ai 100 euros dans ceci. Ah, il dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Alors lui, il est arrivé à n'en plus donner que 3. Mais elle a fini sa vie alors dans un home, parce que pour le coup, elle s'était abîmée les hanches, etc. Donc, c'est une femme qui est devenue invalide suite à sa chute. Et finalement, je me suis dit, mais finalement, il avait que 3 de nécessaires. On lui avait donné trop. Et elle avait eu, en se levant la nuit, elle avait eu comme une chute, avec tout ce qu'elle prenait. Donc, je vois qu'il y a des gens qui en prennent trop, et personne n'ose faire ce que le médecin fait là, dire, on fait le point, madame, vous en prenez beaucoup trop, et on va être raisonnable, on va essayer d'écouter son corps, bêtement. Non, parce que tout le monde a peur de l'autre, parce que c'est un généraliste qui a donné ça, mais c'est le cardiologue qui a donné ça, c'est le psychiatre qui a donné ça, et personne n'ose retirer parce que personne n'a le droit de le faire. D'accord. Alors il faudrait maintenant qu'il y ait un médecin, une nouvelle spécialisation, pour le coup qu'on devrait créer, c'est un médecin qui ferait le point des personnes comme ça où ils ont trop de molécules et qui serait habilité alors à retirer indépendamment de qui l'a prescrit. Mais en toute neutralité. En toute neutralité, mais ça n'existe pas. Ça n'a pas, c'est pas encore ça. C'était le cas de ma marraine, qui elle aussi, beaucoup plus tard que ma mère, a commencé à prendre beaucoup trop. Et c'est pas une génération aussi? Parce que moi, je me souviens de mes parents, ils étaient forts, médicaments. Le docteur venait toutes les semaines, c'était devenu un pote à la famille, donc il venait boire son petit café, et systématiquement, je vais dire, le vendredi, il passait faire sa petite prescription. Non, parce que moi je vois des jeunes maintenant qui sont quand même... oui, je vois comme des gens... parce que moi j'ai un peu tous les âges. Mais c'est ça que je voulais te poser la question. Est-ce qu'il y a des jeunes qui se prennent en main et beaucoup moins de jeunes. Je veux dire, moi j'attends plutôt les gens d'une cinquantaine d'années qui commencent à avoir des douleurs ou qui commencent à avoir des problèmes. Donc j'attends plutôt des gens qui commencent à voir que la santé est importante. Les jeunes, après nous les mouches. Je veux dire. Alors j'ai même un ami, j'avais un ami, mais le docteur Bressy, qui venait ici, lui d'ailleurs, consulter. Moi, j'ai pris sa relève, parce que moi, si tu veux, à un moment, je me suis trouvé que j'avais engagé un type qui faisait des consultations, c'était pas mon but de faire des consultations. Et il est venu, lui, le type qui a fait les consultations après le docteur Bressy, tellement mal que moi, j'ai dit, c'est moi qui le ferai.
Parce il était tellement incompétent, cet homme-là, qu'il se disait thérapeute, mais pour moi, il était... Et c'est là que j'ai voulu, moi, vraiment donner alors des consultations de beau sens. Mais le docteur Bressy, un jour, il me racontait une anecdote. Tu parlais des jeunes. Il y a un jeune qui arrive, type en pleine force, sportif, il rentre dans son bureau. Un docteur Bressy, qui était phytothérapeute, en fait, c'est peut-être de spécialité, mais il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, il dit, voilà, docteur, moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport, je suis jeune, et je n'ai aucune pathologie. Alors, mon copain, il dit, mais en fait, qu'est-ce que vous venez faire? Hein? Qu'est-ce que... Taube des nuls, mon ami. Ah ben, il dit, alors, le jeune type, il dit, écoutez, je suis en bonne santé, docteur, mais j'aimerais bien savoir comment garder ma santé. Alors mon ami médecin, c'était la première fois, il est presque tombé de sa chaise, que quelqu'un en parfaite santé, sportif, jeune, comme on verrait le Chippendale, tu vois le genre type qui est super bien, qui est en pleine... Mais alors il lui a donné des conseils alimentaires, il lui a dit des plantes, tout ça. Mais c'est asiatique ça, parce que c'est la médecine asiatique qui fait ça en fait, non? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on pense que dans l'Asie ancienne, le médecin était payé au nombre de gens en bonne santé. Et quand les gens tombaient malades, ils n'étaient plus payés. Or maintenant, c'est le contraire. Plus vous avez de malades, plus vous vivez bien. Hein, donc on est dans un système où il y a des pharmacies à tous les coins de route. Enfin, tout le monde est plus ou moins malade. On vit dans une société comme ça. Mais en Asie, c'était différent. Ouais. Mais ici, donc lui, il faisait, mon copain, le docteur Bressy, justement, il faisait une médecine alternative, avec la phyto, avec l'aromathérapie, avec toutes les médecines naturelles. L'organothérapie aussi qu'il utilisait. Et c'est lui qui m'a moi j'ai eu des grands thérapeutes comme le docteur Bressy, j'ai eu Robert Masson, qui sont devenus des amis. Et moi je pense que dans la médecine naturelle, c'est comme dans le Far West. Dans le Far West, tu vois, il y avait des tireurs d'élite, Buffalo Bill, tout ça, qui sont restés dans l'image. Et je pense que dans les médecines naturelles, il y a des grands personnages comme ça. Il y en a quelques-uns, même encore maintenant, et qui restent des personnages d'exception. Et quand tu as la chance de les connaître de près, de parler avec eux, moi c'est ce que j'ai eu l'occasion avec deux grands personnages de médecine naturelle, on apprend énormément parce qu'on apprend leur sagesse, leur savoir, etc. Et j'ai été très content de rencontrer ces deux-là, le docteur Bressy et Robert Masson. Et donc, je suis devenu un ami de Robert Masson, j'ai d'abord été son élève pour devenir ami, et il me considérait vraiment très bien parce qu'il avait même voulu qu'on ouvre une école de naturopathie ici en Belgique. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, mais donc il avait tellement confiance en moi que moi j'allais devenir son bras droit pour la Belgique. Donc c'est te dire l'estime qu'il avait pour moi, ce qui m'a fait bien plaisir aussi. Écoute, vu ton énergie, je te vois très bien recommencer un nouveau projet, pourquoi pas? Mais d'abord je donne les ateliers. Ça commence déjà. Qui ont eu un gros succès. Donc les ateliers, c'est monsieur et madame tout le monde. Moi je voulais pas spécialement des thérapeutes. Mais un jour, je pourrais faire alors pour les thérapeutes. Tout à fait. Un jour, je pourrais faire des week-ends pour thérapeutes. Mais déjà ça, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais donner tout ce que je sais. Voilà, les plantes de l'immunité, les vitamines, les nutriments. Que faire quand on a des infections à répétition? On est dans un cercle vicieux. Avec antibiotiques, boum, on recommence, tout ça. Alors pour sortir de là. Mais moi j'ai vécu le cas, puisque moi j'étais tout le temps malade quand j'étais enfermé, puis j'ai plus été malade. Parce qu'à un moment donné, ce qui m'a amené vers les médecines naturelles, c'est que moi je devenais malade de plus en plus. Le médecin à l'intérieur de l'établissement me donnait des médicaments, et finalement il n'y a rien qui marchait. Il m'avait même dit, à un moment donné j'avais comme le genre de cystite, mais il dit je vous donne des antibiotiques, ça ne marche pas, c'est pas possible. Et donc je me rendais compte qu'il y avait une impuissance. À un moment donné, on arrive au bout des ressources. Au bout des ressources. D'ailleurs, moi j'ai une cliente qui est venue, et pourtant son beau-fils, c'est rhumatologue réputé, de nom, que je connais de nom, je n'ai pas rencontré, il lui a dit voilà, je ne sais plus rien faire pour vous. Donc il a eu la sagesse. Ben oui, c'est ce que je me dis, c'est une sagesse aussi de ne pas... C'est une sagesse. Alors qu'il est parent avec elle, c'est le beau-fils, je ne sais quoi, il a dit voilà. Et c'est là qu'elle est venue me trouver, elle me dit mais voilà, ah ben je dis, je trouve qu'il a raison, il a donné toutes les molécules pour la douleur et rien qui marche. Alors il a dit, moi je ne sais plus vous donner. En plus c'est sa belle-maman ou je ne sais pas, donc il dit, je vais pas continuer comme ça, parce que c'est rien. Donc je trouve que c'est un beau truc, à un moment donné la médecine dit, voilà, je vous ai donné tout ce qu'il fallait, mais... D'ailleurs en Allemagne, les naturopathes travaillent avec les médecins. Oui, ben, je trouve c'est les praticiens, donc le médecin dit, il donne une molécule, tout ça, allez trouver votre praticien, qu'on appelle ça, et lui le praticien de santé, il fait l'iridologie, tout ça, il fait un plan alimentaire, il donne des plantes, parallèlement à la médecine. D'ailleurs, moi, j'ai voulu faire ça qu'un médecin ici, un copain à moi, on voulait travailler ensemble, ça ne s'est jamais fait, parce que moi, j'ai trop travaillé lui aussi.
Alors moi je dis, moi je vais pas aller avec tout mon matériel chez lui. Non, mais oui, On avait prévu que j'ai un jour semaine ou un jour tous les 15 jours. Ça ne s'est jamais fait par manque de temps. Mais c'était une bonne idée d'avoir une relation complémentarité, oui, tout à fait. complémentaire, et que lui, il donne son avis, il fait ça, moi je donne le mien, et c'était pour le bien de tout le monde, pour le coup. Mais on continue à le faire, mais à distance. Ouais, bah oui. Alors moi je lui envoie parfois des personnes, tout ça pour qu'il aille faire un beau bilan chez lui. Écoute, Daniel, c'est que du bonheur de parler avec toi, et puis je trouve ça toujours très inspirant de voir que parfois on a l'impression de se tromper de voie, Voilà. et que l'univers nous remet bien droit et décide pour nous de reprendre les choses. Enfin, c'est plutôt toi qui as décidé pour toi-même de reprendre les choses en main. Et là maintenant, quand tu regardes ta vie comme ça, de manière... C'est-à-dire qu'une fois la pensée positive, on était ici tout le groupe, et puis à un moment donné je dis, c'est quand même dommage parce que j'ai perdu 8 ans de ma vie dans l'enfermement. Est-ce que tu l'as perdu? Hein? Et alors quelqu'un m'a dit ça, mais non, tu n'as pas perdu, parce que si tu n'aurais pas fait ça, tu ne serais jamais devenu ce que tu es maintenant. Totalement. Et donc tu dis, elle a raison, parce que je serais devenu peut-être un pilier de comptoir, un type qui aurait une vie qui n'aurait pas été intéressante. Hein? Donc, et moi je trouve que ma vie a été beaucoup plus intéressante par les épreuves que j'ai subies. Tout à fait. C'est la résilience. Hein. Oui, et maintenant je connais mieux les gens, je connais mieux la souffrance, j'ai plus d'empathie vers les gens qui souffrent. Parce qu'ayant connu ça moi-même, et ayant connu aussi des gens proches de moi qui avaient des pathologies, des maladies, je me suis dit, il faut les aider. Donc moi, d'ailleurs, dans mon livre de l'ombre au soleil, j'ai mis un grand sage qui avait mis que la vie n'était que service. C'est Tagore, je ne sais pas si tu connais Tagore. Donc il disait, lui, que je rêvais que la vie n'était que joie. Je me réveillais, je vis que la vie n'était que service, et je servis, et je vis que le service n'était que joie. Alors je me suis dit, mais c'est un peu ma vie, ça, parce que moi j'ai cru d'abord que c'était la joie qu'il fallait de l'argent, puis je me suis rendu compte qu'en servant les autres, mais ma vie devenait joyeuse. Et que j'avais du bonheur à servir les autres, à aider les autres, tout ça, et que moi ça me plaît beaucoup. Moi c'est même pas un travail, quand je reçois des gens, moi je suis très content. Oui, je vois que c'est une passion de toute manière. Bah écoute Daniel, tout grand merci pour ton témoignage. Je resterai des heures à t'écouter. Avec grand plaisir. Donc voilà, si ça se met, je repasserai une fois. Voilà. Merci en tout cas, beaucoup, et Daniel. merci de m'accueillir et de pouvoir partager avec tout le monde. Avec grand plaisir. Merci. Bonne journée et bonne santé à tout le monde.